ma fille va avoir une vie agréable aussi, mais je veux qu'elle ait aussi cette sensibilité progressiste. Donc, je veux parler avec tes parents pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Bonjour, bienvenue à Cassons les cassettes. Dans cet épisode, j'ai eu une belle jasette à Ottawa avec mon collègue et ami Jackmeet Singh. On connaît bien Jackmeet comme chef du NPD, mais j'avais envie de jaser avec lui d'autres choses que de la politique. Dans cet épisode, on a donc parlé de nos enfances dans des environnements très différents et aussi des défis d'être parent. On a discuté de sa spiritualité, de son apprentissage du français bien avant qu'il soit impliqué en politique et même de son envie de plonger dans toutes les rivières et les lacs qu'il croise. Bonne écoute! Je suis sûr que les gens vont être curieux de ça, Jackmeet, parce que tu as fait des études en droit, Oui. tu es devenu avocat, Oui. puis avant de faire de la politique fédérale, tu t'es lancé en politique provinciale en Ontario. Oui. Ben, qu'est-ce qui fait qu'un jeune avocat qui a du succès décide de se donner tout le trouble de faire de la politique Oui. puis de devenir député dans l'Assemblée de l'Ontario? Bonne question. C'était, si je donne la réponse la plus directe, la plus simple, c'était grâce à mon frère. Ou c'est la faute de mon frère. C'est la faute de ton frère? Oui. OK. Il m'a convaincu de me lancer dans la vie politique. Et c'était effort, un grand effort. Il a essayé beaucoup. Okay. Il m'a essayé de convaincre. Il t'a mis de la pression. Beaucoup de pression depuis longtemps. Et finalement, j'ai accepté cette idée. Mais c'était difficile pour moi parce que, comme vous avez mentionné, j'ai aimé ma vie comme avocat. J'ai eu une carrière, une bonne carrière. Mais aussi, je faisais des choses d'ordre de mon travail, comme des bénévolats. J'ai aidé les autres organismes avec mes compétences juridiques. Donc, j'ai utilisé mes compétences pour aider les gens, pour contribuer. Mais on a vécu un temps difficile comme famille parce que mes parents ont fait faillite. Ouais. On a perdu notre maison à un moment et on a vécu des temps tellement difficiles avec les finances et finalement on est arrivé à une position plus stable. Donc j'ai dit que je veux continuer avec cette stabilité et je ne veux pas me lancer dans une vie moins stable. Oui, il y a beaucoup d'incertitudes en politique. C'est les électeurs qui décident. Puis qu'est-ce que ton frère t'a dit qui a été l'argument choc? L'argument, c'était, il m'a rappelé de quelque chose que ma mère nous avait enseigné, un élément de notre spiritualité, l'idée que si tu vas bien dans la vie, c'est notre devoir, notre responsabilité, un peu responsabilité morale, de aider les gens autour de nous. C'est une croissance fondamentale que s'il y a de l'injustice économique, sociale, n'importe quelle sorte, qui blesse les gens autour de nous, nous avons une responsabilité de les aider. Donc, il a dit que comme avocat, tu aides une personne. Ou de temps en temps, avec des organismes, tu aides un organisme progressiste, oui. Mais c'est des situations cas pour cas et sont isolées. Avec cette vie politique, on peut peut-être aider un grand nombre de gens, on peut faire des changements sociétals. Donc, ils sont plus durables, puis c'est plus durable, structurant. Il y a plus de gens et il a dit que maintenant, on n'a pas besoin de continuer avec une carrière stable parce que la vie est maintenant, tout va bien. Mon père comment on dit, il a eu un problème de dépendance et il a réussi, il a battu cette dépendance et il a recommencé le travail. Donc, toute la vie était bon, stable. Donc, il a dit c'est maintenant le temps d'essayer de faire plus pour les gens. OK. Puis, c'est intéressant parce que, puis là, je vais peut-être faire une nuance parce que t'es sikh, tu portes un signe religieux. Évidemment, tout le monde le sait. Mais en fait, moi, je te connais de plus en plus, puis je trouve plus spirituel que religieux. Oui, je pense qu'il y a une différence. Oui, c'est ça, parce que nos croyances sont un peu différentes de ce qu'on
des croyances stéréotypiques. Parce que on a une croissance fondamentale de pluralité. On ne pense pas qu'on est la seule spiritualité qui doit exister. On pense que c'est cool d'avoir des autres. Et ce n'est pas important si vous êtes spirituel ou non. C'est aussi cool dans notre pensée. Donc, on a des idées un peu différentes comme ça. Et c'est plutôt comme à l'époque, la spiritualité de la tradition sikh, c'était vraiment un acte révolutionnaire basé sur une guerre pour éliminer la classe. Parce qu'il y avait un système, et toujours un système... avec une élite dominante, et puis qui a des privilèges. C'est ça. Donc, ce système, c'est vraiment codifié, et c'est vraiment... ça inclut toute la vie des gens, où il y a une hiérarchie, que chaque personne, chaque travail, chaque famille a une place dans ce système de hiérarchie où quelques gens ont moins de pouvoir, moins de droits. C'est très, très rigide, là. Vraiment rigide. Les castes. Puis les castes, c'est un système de castes. Donc c'est un système basé, mélange de classe et racisme, parce que les gens qui sont de moins bas, plus bas, sont des gens qui sont plus noirs et un travail qui est moins respecté. Donc, c'est un système vraiment basé sur le racisme et la classe. Donc, un élément fort de la tradition, c'était de détruire ce système de distinction et de créer une société égale. Donc c'est un mouvement révolutionnaire au départ. Oui. Puis, ce que je trouve intéressant avec une vision du monde ou de l'humanité, où en fait, la discrimination n'est pas logique. Oui. Discriminer les êtres humains sur leur sexe, leur orientation sexuelle, la couleur de leur peau devient comme absurde, en fait. Oui, parce qu'il y a une idée, et je la trouve toujours difficile à expliquer, parce que c'est quelque chose un peu, je dis en anglais, un peu hippie, un peu New Age, parce que c'est comme une idée, ma mère m'a enseigné que nous sommes tous un. Donc, quand on a vu dans le passé, quand j'étais jeune, quelqu'un qui fait face de pauvreté, je me souviens souvent, elle m'expliquait que cette personne ici qui fait face de pauvreté, c'est toi. Tu es ce gars ici. Je dis, mais non, je suis Jack Mead. Je suis une autre personne. Elle dit non, parce que nous sommes tous un. Cette idée d'unité, que s'il y a de l'inégalité n'importe où, c'est nous qui aussi font face à cette inégalité. Donc, si on aide quelqu'un, on aide nous-mêmes aussi. Donc, cette idée, c'est vraiment quelque chose qui est primordial pour moi. Cette idée que nous sommes vraiment connectés. Plus que connectés, on est vraiment un. Dans les corps différents, dans les expériences différentes, mais on est vraiment comme liés. Et c'est une base de ma passion pour la justice sociale. Oui. Puis, je trouve ça intéressant d'avoir un autre point de vue, une autre tradition, mais qui amène une implication socialiste ou social-démocrate pour la justice sociale. Puis, dernièrement, malheureusement, on a perdu un grand néo-démocrate qui est Bill Blakey. Puis ça nous a rappelé aussi qu'il y avait au Canada, au Québec, ce mouvement de utiliser la tradition chrétienne pour lutter aussi pour la justice sociale. Bill Blakey était un pasteur de l'Église unie, mais c'était le même sentiment qu'il faut prendre soin des uns des autres. Alors, peu importe la tradition, et ça peut être musulmane, juive, et là, chrétienne dans le cas de Bill Blakey, ou sikh, et puis ça pousse dans le même sens. Oui, bien sûr, j'ai trouvé l'expérience, j'étais là pour la service finale pour Bill Blakey, et j'étais vraiment touché par sa croyance, cette idée c'est une obligation morale d'aider les gens, de combattre l'avarice et la cupidité des élites. Donc, c'était vraiment une croyance fondamentale pour Bill Blakey, et le fait que j'étais un peu, pas gêné, mais un peu comme... c'est beaucoup de pression de suivre ce qu'elle a fait, parce que tous ses enfants ont vraiment continué avec cette
cette tradition de inculquer cette concept de lutte contre les inégalités, l'injustice. Donc, il a quatre enfants et chacun dans sa vie, avec ses mots, sont vraiment comme s'engager à continuer la tradition de Bill Blicky. Donc, j'ai dit que comme nouveau père, c'est beaucoup de pression pour moi d'avoir le même impact sur mon enfant. Et je vais parler de ton enfant bientôt, mais juste pour dire aux gens qui nous écoutent, non seulement les enfants de Bill Blicky suivent la trace, mais même Daniel est devenu le député du même comté que Bill représentait, pendant 30 ans. Donc, c'est vraiment la continuité. Oui. Tu viens d'aborder le sujet récemment, tu es devenu papa. Oui. C'est toujours quelque chose de merveilleux pour tout le monde. Puis, ça m'intéresse de voir, parce que moi aussi, je suis papa. Oui. Est-ce que le fait d'avoir un enfant, ça a changé ta perspective sur l'implication politique, notamment en ce qui concerne les changements climatiques puis la crise de l'environnement? Je sais que pour toi, c'est vraiment quelque chose que tu as touché beaucoup comme ça. Ouais. Et on doit parler de comment ça a eu un impact sur toi. Pour moi, c'est un peu intéressant parce que pour une grande partie de ma vie, j'étais quelqu'un qui a soigné mon petit frère, ma petite sœur, ma mère, mon père. C'était toujours ma responsabilité comme le plus grand enfant. Oui, l'aîné dans la famille. L'aîné dans la famille. Donc, quand j'ai parlé avec ma conjointe, j'ai dit que pour moi, c'est un changement, bien sûr, mais c'est une autre personne sur la liste des gens qui je soigne. Je prends soin de... Parce que quand j'étais dans mes 20 ans, quand j'étais à l'université, à cause des problèmes de ma famille, dans ma famille avec la violence dans la famille, c'était un temps difficile. Mon frère a dû habiter avec moi, donc j'ai dit que pour enlever mon frère dans cette situation dangereuse pour lui, il a habité avec moi. Donc un enfant, non, pas un enfant, mais un adolescent de 15 ans avec une jeune de 20 ans. On était ensemble, donc j'ai dû cuisiner pour lui, aider mon frère avec son devoir, s'assurer qu'il va à l'école, tous les travaux comme un parent. Donc j'ai vécu un peu de ça avec mon frère aussi. J'ai aidé mon père beaucoup dans le temps qu'il était vraiment dans une période de difficulté avec la dépendance. Donc à l'époque, il ne mange pas et il ne prend pas soin de lui-même. Donc j'étais là pour lui. Donc j'ai dû faire beaucoup de choses comme ça. Je me souviens des moments quand j'étais à l'université. Pendant le week-end, mes amis vont chez leurs parents ou avoir des fun. Et moi, j'ai visité mon père quand il était dans un centre de réhabilitation chaque week-end. Donc, c'était une expérience un peu différente que mes amis. Donc, comme ça, c'était un peu... Tu as déjà été un parent à quelque part. Oui. Mais le changement est pour l'avenir. Une pensée pour le long terme. Ça a changé beaucoup parce que l'idée que nos enfants seront là quand nous sommes... On ne sera plus là. Oui, on sera partis. Ça a vraiment créé une perspective de qu'est-ce qu'on veut faire pour le long terme. Pas penser de ma vie, le temps qui reste pour moi, mais de penser du temps qui reste pour ma fille. Ça, c'est quelque chose de différent. Oui. Puis moi, j'aime bien dans c'est un je ne sais pas si on dit un proverbe, mais chez beaucoup de peuples autochtones, ils disent qu'on doit prendre des décisions pour les 7 générations qui suivent. Ça, c'est incroyable. C'est même pas les 7 prochaines années, c'est les 7 générations. Oui. Et je pense qu'on a, comme homme politique ou femme politique, on a une responsabilité de penser aux générations futures. Oui. Puis je dois avouer, je souffre pas d'éco-anxiété, mais j'ai quand même un peu peur
du monde dans lequel nos enfants vont grandir. Oui. Les miens sont plus vieux que les tiens, pas mal, là, mais est-ce qu'il va faire trop chaud? Est-ce qu'ils vont avoir accès à de l'eau? Est-ce qu'il va encore avoir une biodiversité? Puis je pense qu'on doit comme toujours avoir ça en tête quand Oui, bien sûr. on écrit des lois ou on vote des lois ou des règlements, puis parce que c'est assez préoccupant quand on lit les rapports de l'ONU, du GIEC sur Bien sûr. qu'est-ce qui va se passer demain. En parlant de ça, j'ai toujours voulu savoir qu'est-ce qui a commencé ton perspective progressiste ou qu'est-ce que c'était la motivation? Parce qu'il y a des moments dans la vie, pas souvent un moment, mais quelques moments, quelques expériences. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose pour toi aussi? Ben, Parce que c'est clair que c'est votre passion, c'est ton passion. Oui. Ta passion d'être progressiste, de s'occuper des gens, des travailleurs, de l'environnement. Mais qu'est-ce qui était la motivation? ben ça vient de loin. Puis des fois, je sais pas pourquoi. J'ai pas été traumatisé quand j'ai eu une enfance heureuse, facile, Oui. vraiment agréable. Mais justement, peut-être parce que je sentais ce privilège-là, et ça me blessait intérieurement quand je voyais des gens qui souffraient. Ah, OK? Même à l'école primaire, si quelqu'un faisait rire de lui, se faisait frapper dans la cour d'école, Oui. ou j'étais plutôt tendance à être celui qui allait essayer de le défendre. Intéressant. Pour éviter que les gens soient mis à part, mis de côté. oui. Il y avait une voisine qui avait de la difficulté avec ses devoirs, avait de la difficulté à l'école. Moi, j'avais la chance d'avoir de la facilité. Puis, je prenais vraiment beaucoup de temps pour essayer de l'aider dans ses leçons, dans ses devoirs, pour qu'elle puisse s'en sortir. Elle avait des difficultés suite à un accouchement qui avait été difficile, puis son cerveau ne fonctionnait pas super comme tout le monde. Et je ressentais beaucoup cette peine-là, une espèce de chagrin ou de tristesse face à la souffrance des autres. Donc, ça vient de loin, même quand j'étais petit. Donc, et après, ça n'a pas arrêté. Je pense que je dois parler à tes parents parce que ma fille va avoir une vie agréable aussi, mais je veux qu'elle ait aussi cette sensibilité progressiste. Donc, je veux parler avec tes parents pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait pour mettre... Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mettre cette sensibilité ou encourager cette sensibilité sans avoir une vie traumatique. Ouais. Donc, mais, tu vois, je pense qu'une des parties de l'explication, mes parents étaient toujours très impliqués dans des activités culturelles. Mon père était prof de français, mais aussi écrivain puis poète. Et je pense que la littérature, la poésie, la chanson, ça crée de l'empathie. Oui. Parce que tu es capable de te mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Et si, à partir du moment où tu peux comprendre la souffrance de quelqu'un d'autre, à partir du moment où tu peux comprendre que la vie de l'autre est plus difficile que la tienne, et je pense que la culture en général, les arts, sont capables de nous amener ce sentiment-là. Wow, ça me rappelle d'une conversation que j'ai eue avec une économiste progressiste. Et elle a demandé que si je suis romantique. Parce qu'elle a dit qu'on a besoin de plus des gens romantiques, les gens qui lisent la poésie, la littérature, qui ont ce cœur romantique. Parce que si on veut avoir des rêves d'un meilleur monde, on doit avoir la capacité de rêver. Et ça touche ce concept romantique, ce concept de poésie, la capacité d'apprécier toute la culture. Ça donne plus de capacité d'avoir ces rêves comme ça. Donc, je pense que vous avez vraiment expliqué ça. Puis, moi, une des choses, j'ai étudié en sociologie, en sciences politiques, puis cette volonté de changer le monde ou d'améliorer le monde a toujours fait comme partie de moi. Et je refuse qu'on me dise, comme Jack Layton, ne laissez pas les gens vous dire qu'on ne peut pas le faire. Oui. Il faut avoir cette imagination de dire, on peut faire les choses autrement, on peut faire mieux. Bien sûr. Un des trucs que j'ai De toujours... ne pas être rigide ou limité. Oui, c'est ça. Et je pense que les êtres humains, on a la capacité de faire mieux, beaucoup, puis différemment. Et une des phrases que je déteste de Margaret Thatcher, je déteste Margaret Thatcher pour plein de raisons, mais ça s'appelle TINA, T-I-N-A, There is no alternative. Je refuse de penser de ça. De penser comme ça. Oui, ça me blesse profondément.
Il y a toujours une alternative. Il y a toujours une alternative. Il y a toujours une manière de mieux faire les choses. Oui. Peu de gens savent que tu parlais français avant de devenir chef du NPD. Oui. Et que ça t'a toujours intéressé. Oui, depuis longtemps. Et c'est ça. Et puis, moi, je connais l'histoire de pourquoi tu t'es mis à t'intéresser au français alors que tu vivais soit en Ontario, soit à Terre-Neuve. Puis, je voudrais que les gens sachent, ça vient d'où, ça? C'est une histoire, je la trouve vraiment bizarre parce que pour donner un peu de contexte, je suis un homme des parents immigrants qui parlent punjabi. Yeah. J'ai vécu presque toute ma vie dans des villes anglophones et j'ai voulu apprendre le français. Vraiment, personnellement, il y avait un désir d'apprendre le français. Donc, quelques éléments. Un, c'était, je donne beaucoup de crédit au monsieur Tremblay. Monsieur Tremblay était mon enseignant de français quand j'étais dans l'école. Et j'étais à l'école aux États-Unis. Aussi une histoire un peu bizarre, mais on ne parle pas de ça pour aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Mais donc, il était le seul enseignant du Québec. Les autres enseignants étaient de la France ou les Américains qui ont appris le français. Donc, on avait cette solidarité d'être des gens canadiens, parce qu'il vient du Québec, je viens de l'Ontario. Et il m'expliquait un peu l'histoire que j'ai jamais savais comme un enfant du Canada. J'ai jamais savoir l'histoire, comment les Québécois ont fait face des grands défis, parce qu'il était mon enseignant, donc vous pouvez imaginer, vieux que moi, donc il a vécu la discrimination au Québec. Il a vécu le fait que si on parle français, moins de droits, moins des opportunités. Donc, il m'expliquait tout ça. Et ça m'a touché parce que ça me donnait le même sens de ce que mes parents m'ont expliqué qu'ils ont vécu comme minorité dans l'Asiatique Sud. Donc, j'ai trouvé des liens entre la réalité des Punjabis qui parlent une langue minoritaire, qui toujours essaient de défendre leur langue, et la réalité des Québécois. Donc, j'ai trouvé un lien. Ça m'a encouragé un peu. J'ai dit que oui, je pense qu'il y a une même bataille, une même solidarité. Donc, ça m'a motivé. Aussi, je pense, grâce à ça, je m'impliquais beaucoup dans la classe. Et puis, quand j'étais en train de commencer mes études pour entrer dans le lycée, mon enseignant dit que vous avez une capacité pour le français, mais si vous voulez continuer avec vos études, vous devez apprendre 1 an de plus pour entrer dans une classe de français avancé. Et pour faire ça, j'ai dit à mes parents, je veux apprendre le français, je veux être dans ces classes avancées et j'ai besoin d'un tuteur. Donc, mon frère était vraiment capable de trouver des tuteurs tout le temps. Donc, si je montre un intérêt dans n'importe quelle étude, elle dit que, OK, je suis prête de t'aider. Donc, elle a trouvé un tuteur. Donc, pendant tout l'été, j'ai pris des cours avec elle. Et j'ai parlé avec elle et elle a dit que vous devez parler seulement français avec moi. Donc, cet été, c'était un été de français. Et elle a dit, si tu veux vraiment t'améliorer, vous devez aussi écouter les chansons et les missions. Donc, grâce à M. Tremblay, ce lien entre la réalité des Punjabis et des Québécois le fait que j'ai montré une capacité de parler la langue. J'ai pris des cours, j'ai essayé d'écouter les chansons, j'ai acheté des cassettes. Des cassettes. Et puis... Rock Voisine, non? C'était Rock Voisine et Patrick Bruel. Okay. Donc j'ai écouté les 2 cassettes tout le temps parce qu'à Windsor, il y avait beaucoup des options, donc j'ai choisi les 2. Et puis, je m'engageais à apprendre le français. C'était un travail d'amour. D'amour. Mais c'est une belle langue, la langue française, mais on est entre nous, là. C'est un peu compliqué des fois. Oui. Mais comme tu sais, je ne suis satisfait de seulement parler la langue. Je veux la maîtriser. C'est ça. Donc, souvent, je pose des questions. OK,
ici, est-ce qu'on peut utiliser le subjonctif, le passé composé, oui. le plus que parfait? Et tout le monde dit que tu n'as pas besoin de tous ces détails. Là, j'ai dit non, je veux maîtriser ça. Tu veux le savoir pour vrai. Oui. Et moi, ce que je trouve très intéressant, parce que au Parlement, dans la Chambre, je suis face à vous. Il y a toi puis Peter Julian, vous êtes assis un à côté de l'autre. Oui. 2 députés de Colombie-Britannique. Oui. Et quand vous êtes ensemble au Parlement, vous parlez toujours en français. C'est vrai que comment tu sais ça? Ben, j'ai des oreilles, vous parlez fort en plus. Oui, on parle... Donc, je donne beaucoup de crédit à Peter parce que Peter a aussi une passion pour la langue française. Et il parle en français et j'adore la langue aussi, donc je réponds en français. Donc, presque tout le temps, il n'y a aucune caméra, il y a des autres gens qui le regardent, sauf toi. Maintenant, je sais que toi, tu regardes. Tu t'espions. Et oui, on parle en français. Et c'est un moment régulier. Je parle avec mon équipe en français, je parle avec toi en français. Mais c'est un moment régulier avec mon leader en chambre où on parle français. C'est vrai. Puis là, ça fait, au moment où on fait l'entrevue, là, on vient de fêter récemment le 5e anniversaire de ton élection comme chef du NPD. Puis, qu'est-ce que tu aimes le plus d'être un chef fédéral? Parce que la Fédération canadienne, là, c'est grand. Il y a beaucoup de régions, il y a beaucoup d'intérêts puis de priorités différentes. Donc, ça doit être super stimulant. Et en même temps, c'est quoi qui est le plus difficile? Donc, c'est comme les bons côtés puis les côtés qui sont plus comme tough. Tough, OK. Donc, ce que j'ai trouvé l'expérience ou l'élément le plus fun ou le plus touchant, c'était le fait qu'on a vraiment eu la chance de changer les vies des gens. Je peux, sans avoir tout le temps le crédit, mais je sais que dans les temps difficiles où les gens ont besoin d'aide, pendant la pandémie, quand les gens ont perdu leurs emplois, le fait qu'on était là pour les aider. Et les temps souvent quand les gens qui savent tout ça m'approchent et disent « J'ai eu la chance de passer ce temps difficile grâce à toi, grâce à votre équipe, grâce au NPD. » Ça me donne quelque chose de spécial parce que... Ça donne de l'énergie. L'énergie. Et c'était exactement pourquoi j'ai entré dans cette vie politique, comme mon frère m'a convaincu. C'était pour faire quelque chose de positif, un grand impact pour plusieurs personnes. Et le fait qu'on a eu la chance de faire ça, ça c'est quelque chose, je pense que c'est la plus profonde, comme la capacité d'aider les gens. Maintenant, avec le fait qu'on a eu la chance d'augmenter le système de santé avec les soins dentaires et on va avoir un système fédéral pour payer les factures, le fait qu'on va aller de l'avant avec la science médicament, le fait qu'on a fait des changements grands qui vont avoir des impacts, pas pour seulement notre génération, mais les prochaines générations, comme on a parlé. Comme on disait, oui. Ça, c'est quelque chose qui est la preuve profonde. Superficiellement, le fait que je peux voyager à travers ce bel pays et passer du temps... Oui, découvrir les endroits où souvent on voyage, mais on voyage peut-être pour avoir un peu de température chaude. Donc, on voyage à Cuba, au Cuba ou en Europe. Mais le fait que je voyage au Canada tout le temps, ça me donne une opportunité vraiment spéciale d'expérimenter un pays avec une lentille tellement différente. Je parle avec les communautés autochtones, les régions moins connues, mais j'ai eu la chance de vraiment découvrir ce pays. Donc ça, c'est quelque chose super positif. Positif et un peu plus fun au lieu de quelque chose de profond. Et ce qui est tough, c'est à cause du fait qu'on a un pays assez grand, de temps en temps, il y a des priorités vraiment différentes. Et quand les priorités sont de temps en temps opposées dans les régions différentes, ça, c'est vraiment difficile parce que... Il faut trouver cet équilibre. Oui, comment on peut trouver une façon d'aider tout le monde quand de temps en temps, les priorités sont vraiment différentes. Mais on peut. Donc, je n'accepte pas le propos de Margaret Thatcher. Non, on peut pas le faire. Il n'y a pas d'alternative. Il y a des alternatives et souvent, ça prend plus de temps, plus d'efforts, mais on peut trouver, malgré les différences, une communalité, quelque chose qui rassemble les gens. Et ça, c'est difficile, mais c'est important. Puis,
c'est un travail qu'il faut faire. Oui, et c'est un travail qu'il faut faire. On va finir bientôt. Qu'est-ce que Jack Meat fait pour se changer les idées? Des fois, il faut décrocher. Là, on est toujours dans les dossiers, la période de questions, les négociations avec le gouvernement, les rencontres avec les groupes. Qu'est-ce qu'il fait Jack Meat pour se dire là, je prends un petit peu de temps pour moi? Puis, oui. Je dis ça souvent à mon équipe, mais je pense que c'est nécessaire, particulièrement pour les progressistes, d'avoir du fun. Ouais. Parce que notre vie, c'est souvent des défis, des difficultés, la douleur des gens, les histoires vraiment difficiles et les histoires qui sont vraiment dommages. Mm-hmm. Et pour toujours avoir un esprit positif, d'être toujours prêt à se battre pour les gens, je pense que c'est nécessaire d'avoir du fun. Donc, j'ai beaucoup des choses que je fais. J'adore la musique. Mm-hmm. J'ai un système de musique que j'adore aussi. J'aime les records vinyl. Oui. Mais j'adore la musique en général. J'adore danser. Je danse souvent. Je danse bien. J'adore cuisiner. Et je cuisine tout le temps. Entre moi et ma conjointe, on a un accord entre nous. Je cuisine et elle m'aide avec le nettoyer. Donc, ça, c'est Mais c'est toi le chef, c'est toi le cuisinier. Tu es le chef du parti, mais tu es le chef dans la cuisine aussi. Je suis le chef dans la cuisine. J'adore ça. Donc, puis parlant de se battre, tu te bats aussi. Oui, je fais souvent ici en Ottawa, souvent à Ottawa, je fais mes arts martiaux. C'est quelque chose qui était toujours une partie de ma vie, une partie importante, parce que j'ai dû me défendre souvent quand j'étais jeune, mais aussi c'est devenu une passion. J'adore les arts martiaux, donc je le fais. Je vélo, j'adore nager. Un truc qui est intéressant, j'amène avec moi toujours un maillot de bain et une serviette. Une serviette. Ouais, okay. C'est toujours avec moi, si je suis dans une auto ou dans mon sac, parce que si je vois un lac, une rivière, une océan, je veux toujours plonger dans l'eau pour un instant. De temps en temps, c'est froid, mais je le fais quand même parce que j'adore nager. Moi, on n'a jamais nagé ensemble. Oui, et vous êtes vraiment une forte nageur. Ben, je l'étais avant, quand j'étais pas mal plus jeune. Mais écoutez, on vous fera peut-être un suivi parce que un jour, on fera une petite compétition ensemble. Oui. Mais là, je triche un peu parce que je prends le sport où j'ai le plus d'entraînement dans ma vie. Mais on vous reviendra là-dessus, puis on va faire une petite compétition, Jack Meat puis moi. On verra qui le nage le plus vite. Oui, je suis d'accord. OK. Merci, Jack Meat. Merci. On serrait les mains. Vous ne pouvez pas voir ça sur le balado. Mais c'est le son que vous avez entendu. Merci de nous avoir écoutés. Bon, maintenant, le défi est lancé. On va devoir organiser une compétition de natation entre lui et moi. Vous aimez le format et vous avez envie de nous aider à produire d'autres épisodes? On a besoin de votre aide. Un simple petit don de 10 $ peut nous aider à rejoindre plus de gens. Aussi, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou Facebook pour toute suggestion ou commentaire. À bientôt!